caramel. 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 Depuis son élection, Jupiter tient un discours maintenant bien rodé. Petit 1, la France a besoin d'être réformée, sans que l'on sache d'ailleurs très bien pourquoi, et sans que l'on ait très bien compris le pourquoi de ces réformes tout azimut. Petit 2, lui, Jupiter, va réformer. Il va réformer la France. Il a été élu pour ça, et ça fait moderne. Petit 3, je propose les réformes à faire et rien ne saurait m'en détourner. Un discours qui tourne en rond, tel le serpent qui se mord la queue. J'exagère un peu, je vous l'accorde, mais à peine. Alors, jouons un petit jeu si vous le voulez bien. Je vais énoncer quelques affirmations et derrière votre poste radio, vous allez essayer de savoir si les propositions que je vous fais sont modernes ou pas. Modernes façon Macron, bien entendu. Petit 1. Élaborer un projet d'activité et de vie à Notre-Dame-des-Landes. Moderne? Pas moderne? Eh ben non, pas moderne. C'est plein de marginaux là-bas et ça rappelle trop le projet du Larzac. Deuxième proposition. Proposer sa force de travail, mais aussi les outils qui vont avec, à un entrepreneur. Moderne? Pas moderne? Eh ben moderne, pardi. C'est même la plus belle victoire du capitalisme triomphant. Arriver à monter une entreprise sans payer les employés tout en leur faisant acheter l'outil de travail, le rêve. Même Gattaz ne croyait pas ça possible. Dans les cercles gouvernementaux, on appelle ça l'économie collaborative. On parle même de Startup Nation. Ici, on préfère l'expression ubérisation de la société. Dans les deux cas, je vous rassure, c'est de l'enfumage. Petit 3. Privatiser la SNCF. Moderne? Pas moderne? Eh bien, moderne. Et pourquoi? Ça, on ne sait pas. Ah si, les Allemands l'ont déjà fait, alors pourquoi pas nous? Le résultat, ça sera moderne. Petit 4. Aller au contact des gens pendant les déplacements jupitériens. Moderne, pas moderne, ringard, pas ringard? Eh bien moderne, bien sûr. Il faut être près du peuple. Mais de là à écouter ce qu'il dit, il faut quand même pas exagérer. Ça, c'est pas moderne d'écouter les gens. Je sais pas vous, mais moi, plus ça va et moins je le supporte, ce petit adjectif, cette modernité que l'on nous sert à toutes les sauces. À force d'être moderne, on va finir comme Charlot sur sa chaîne d'assemblage dans le film L'État moderne. Tiens, moderne, on y revient. On va finir par frôler l'abrutissement à force de courir après le temps pour tenir la cadence. Et puis la modernité, c'est comme les saisons, ça marche par cycle. Personnellement, j'ai très bien connu l'époque où la modernité était à l'extraction du poil et à l'éradication de la barbe. 30 ans plus tard, voyez le résultat. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, réalisé ce soir encore par Jérôme. Ce soir, je reçois Nicolas Gardel, trompettiste émérite et leader des Headbangers, et puis également dans ce studio, Demis Delati, qui lui officie au sein du Funky Style Brass, deux formations toulousaines qui seront ensemble sur la scène du Pikini le 3 mai prochain, histoire d'y fêter la sortie de leurs albums respectifs. Et puis en fin d'émission, notre bon professeur Thibaut viendra nous raconter une histoire de cinéma. Attention les yeux, séquence de cinéphilie décalée annoncée. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Venant d'Agrigente en Sicile et fer de lance du post-rock italien, le trio Antarte vient de sortir son deuxième album Isolé, intégrant dans ses compositions des éléments du progressif anglais des années 70 et puis également cette froideur propre au groupe du nord de l'Europe, à l'image des Islandais de Sigur Rós ou de Mum. Antarte se nourrit de musique classique et de minimalisme, aussi bien que de folk et d'expérimentation sonore, et produit une musique qui prend son temps, une véritable éloge à la lenteur. On écoute tout de suite ça. Antarte, Castelli da Sabbia, c'est Caramel Mou et c'est tant mieux.
via nelle estati scolorite dagli anni, per tutti quelli che scivolavano su distese di paglia e di terra bruciata, per i giorni che mai finivano. Qu'est-ce que c'est? Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Kangourou, pardon. Oui, toujours Caramel Mou, vous êtes toujours sur Campus et c'est toujours Joe Kangourou au micro. Et ce soir, je reçois deux musiciens toulousains, Nicolas Gardel et Demis Delati, membres de deux formations toulousaines qui seront sur la scène du Bikini le 3 mai prochain. Nicolas Gardel avec ses Headbangers et puis après le Funky Style Brass, deux formations toulousaines qui
fêteront à cette occasion-là la sortie de leurs 2 albums respectifs. Et on va passer les 3 quarts d'heure qui suivent avec ces 2 musiciens. Et d'abord avec Nicolas Gardel, que l'on connaît à Toulouse depuis Lurette, comme membre de pas mal de formations toulousaines. On a pu vous voir avec le Big Band 31, on peut vous voir encore avec Initiative H, on a pu vous voir également dans des petites formations aux côtés de Tonton Salut, d'Hakim Bournan, d'Abdou Salim, vous jouez de temps en temps avec le trio de Rémi Panossian, vous avez aussi un quartet. Enfin, c'est vrai que les occasions de vous voir sont assez régulières pour quelqu'un qui a été finalement très précoce en musique. La trompette, c'est vers quel âge? C'est vers 6-7 ans? Ouais, 7 ans la trompette, 6 ans le solfège, comme il fallait passer par là, et 7 ans la trompette, ouais. C'est arrivé comment, la trompette? C'était familial? Plus. C'était l'héritage du grand-père? Non, absolument pas, il n'y a aucun musicien chez moi en fait. Parce que je sais pas en fait. C'est assez rare à 6-7 ans de pouvoir se dire je serai trompettiste. À ce moment-là, surtout vous êtes né en 78, donc au milieu des années 80, c'était plus la guitare qui était l'instrument à la mode. Ouais, alors moi je suis le saxophone. Ouais, moi je suis revenu de loin, mon père est fan d'accordéon, donc la trompette c'est pas mal quand même. Ah oui, c'est vrai. On ne dira pas trop de mal sur les accordéonistes, il y en a plein qui écoutent. Non, précoce, oui, non, pourquoi? Et souvent on me demande pourquoi la musique, en fait, je sais pas, je me rappelle pas en fait. Je sais que ma mère me disait que j'ai demandé à faire de la musique depuis bien avant ça en fait, et en fait je me souviens juste un truc, c'est qu'on m'a dit mais tu veux faire de la musique, mais tu veux jouer de quoi en fait? Et en fait je trouvais la réponse complètement à côté de la plaque, parce que j'ai dit mais je sais pas, je veux faire de la musique. Et tout d'un coup, je crois que c'est quand je suis rentré au CP, il y avait un copain à moi qui m'a dit tu t'es inscrit au solfège? Ouais. Il m'a dit moi l'année prochaine je vais m'inscrire au solfège aussi. Et moi je lui ai dit mais tu veux jouer de quoi? Il m'a dit de la trompette. Et puis je crois que par fainéantise j'ai dit bingo en fait. Avec après des choses qui s'accélèrent, vous passez au conservatoire, premier prix de trompette, vous partez à Paris au conservatoire supérieur de musique. Le parcours classique pour un musicien qui va se destiner au jazz après, c'est vrai qu'à Toulouse on a l'impression que la plupart des jeunes musiciens font ce parcours-là, le conservatoire, la fac, et puis quelquefois le conservatoire supérieur à Paris. Ouais, mais je pense que ça fait un moment que les musiciens passent un peu par là, des fois sur des longues périodes, sur des courtes périodes, des fois en sortant diplômé ou pas diplômé, c'est pas très important. Mais oui, bon, le conservatoire, moi, c'était un bon truc en fait pour apprendre on va dire vraiment la technique de l'instrument, puis aussi et que je crois carrément principalement une certaine sensibilité au lyrisme de la musique en fait. Ça, moi, je l'ai vraiment appris là-bas avec mon professeur qui s'appelait Monsieur Albert Calvérac. C'est vrai que c'est rare qu'on entende ça pour des gens qui viennent du conservatoire. On entend plus des choses autour de la rigueur. Aussi, ouais, mais moi, on l'a tellement entendu. Le lyrisme, Moi, je pense que ce qui m'a le plus marqué, enfin, je suis quelqu'un, un musicien, on va dire, quand même assez rigoureux pour ceux qui me connaissent. Et mais ça, oui, complètement. Cet apport, il est indéniable, et c'est pour ça qu'on l'entend souvent. Mais moi, j'ai été vraiment marqué. Je crois que j'ai eu la chance d'avoir vraiment un grand professeur qui m'a donné la fibre, enfin j'espère, qui m'a donné la fibre de la musique, l'émotion de la musique en fait. Qu'est-ce que c'est que vraiment l'émotion de la musique? Qu'est-ce qu'on peut ressentir? À quel point ça peut être gigantesque en fait. Et au-delà de l'apprentissage, commencer à se constituer une culture. Ouais, mais alors moi je suis allé, moi je me destinais à être un musicien classique. En fait, j'ai pas fait le conservatoire pour avoir une certaine rigueur et en sachant que j'allais faire du jazz. En fait, moi je voulais faire de la musique classique. Et en fait, quand j'ai eu mon prix, c'est là que je passe par esprit rebelle, par essence humaine pure et dure. J'ai été rebelle à tout, et c'est là que j'ai voulu me diriger vers le jazz. Et après, quand je suis rentré au CNSM à Paris, c'était en jazz. En fait, c'était pas en classique. J'ai arrêté le classique à l'âge de 18 ans en fait. Je pense que un peu avant vous était passé au conservatoire quelqu'un qui s'appelait Claude Egea, qui est aussi un trompettiste et qui a presque eu le même parcours, parti pour être classique, ouais, et finissant dans le monde du jazz. Complètement, on se connaît bien avec Claude. Enfin, il a une bonne génération de plus que moi, ouais, mais on se connaît bien. Il effectivement était avec le même professeur de musique au conservatoire, Monsieur Calvérac, et après on a suivi un peu les mêmes enseignements d'un trompettiste qui s'appelle Jacques Adamo, un trompettiste de jazz dans la région, des cours de Monsieur Pichoro et tout. On a eu
un peu un parcours assez parallèle en fait. C'est quelqu'un qui a pu vous soutenir au début, puisque lui aussi a eu un passage parisien. Ouais, il est toujours à Paris, ouais. Oui, parce que lui, il a eu son prix ici. En fait, il était rentré à l'orchestre du Capitole et après, il a démissionné pour partir à l'ONJ. Donc, c'est sûr que quand on voit ce genre de gens avoir entre guillemets l'audace de faire ça, ça donne beaucoup de courage pour faire ce qu'on nous dit de pas faire. L'ONJ, c'était celui de Bado, si je me souviens bien. Cuny, Bado, Antoine Hervé, peut-être le premier aussi. Non, je crois qu'il n'est pas dans celui d'Antoine Hervé. Vous êtes monté à Paris donc pour jouer, pour apprendre et pour continuer votre formation au Conservatoire supérieur de musique. Là, c'était en classe de jazz, ce qui vous a donné un peu l'occasion aussi de tâter du cador dans la capitale. Qu'est-ce qui fait que vous redescendez à Toulouse alors que vous commenciez à vous installer gentiment à Paris? Je n'ai jamais voulu m'installer à Paris en fait. On va dire que c'est quelque chose que je me suis imposé comme un passage obligé pour justement aller voir de très bons musiciens, se frotter à ça et se frotter à l'émulation et puis aussi un petit peu pour faire un petit peu sa place. Voilà, mais j'ai jamais eu l'ambition de rester là-bas. Parce que vous avez quand même côtoyé quelques noms dans la capitale, Texier, des gens comme ça, Glenn Ferris. Ouais. Ça donne quoi en termes d'émulation? On dit toujours qu'à Paris, il y a plein de clubs, il y a plein de musiciens, et il y a une émulation terrible au niveau de tous les styles de musique. Vrai ou pas vrai? Alors, moi, je dirais pas qu'il y a plein de clubs. Malheureusement, Paris souffre d'un déficit culturel comme toutes les villes. Il y a beaucoup moins de clubs qu'à l'époque. Il y a encore des clubs, mais par contre, c'est vrai que l'émulation n'a pas tari en fait, ça c'est sûr et certain. Et quand je suis arrivé là-bas, pour moi c'était un peu les États-Unis, le rêve américain. Je me suis retrouvé à faire des trucs que jamais en fait j'aurais même pu me permettre d'imaginer, comme jouer avec Henri Texier, j'ai joué avec le groupe Electro Deluxe, de là après j'ai fait des tournées avec David Sambor, Nicolas Payton et tout. Et c'est vrai que c'est parce que je suis passé par Paris qu'il s'est passé beaucoup de choses comme ça. C'est pour ça que je me suis un peu obligé à rester quelques années là-bas en fait. En lisant que vous aviez joué avec Nicolas Payton, je me suis demandé quel intérêt il pouvait y avoir dans la formation d'un trompettiste, puisque Payton est un trompettiste de la Nouvelle-Orléans, d'inviter comme ça d'autres trompettistes à jouer avec lui. C'était quoi? C'était le background? Non, parce qu'il y avait une section de cuivre? Voilà, en fait, il avait fait une tournée où il reprenait la musique de Miles Davis de Sketches of Pain, et donc il a besoin d'un orchestre en fait. Ouais. Donc c'était les arrangements de Gil Evans. Exactement. Et qu'est-ce que ça donne là de rencontrer Payton pour un jeune trompettiste? Vous n'étiez pas très vieux à l'époque. Oh, c'était il n'y a pas si longtemps en fait. Sambon, c'était il y a plus longtemps. Payton, c'était il y a 3-4 ans, je crois. Un truc comme ça. C'était plus récent. Honnêtement, je sais pas trop parce qu'en fait. Vous travaillez pas avec lui? Si, mais le mec était pas très communicatif. Donc on a très peu échangé, un petit peu comme ça, mais le mec, je pense, est assez introverti, et assez très concentré dans sa musique. Donc, mais après, bon, c'est juste le fait de jouer avec ces gens-là, de les voir jouer devant sur scène, comment ils gèrent la scène, tout ça, c'est à la limite, c'est le meilleur des cours à un moment donné, quoi. On n'a pas besoin que quelqu'un nous explique qu'il a utilisé telle gamme, un truc comme ça. Ça, si on relève avec ses petites oreilles, on va s'apercevoir des choses. Mais de voir le mec faire un concert d'1h30, gérer son histoire, l'émotion vraiment acoustique, palpable, et pas sur un CD, et ça, et encore moins avec une baffe. Nous, on l'a à côté, on entend son vrai son et tout ça, c'est quand même une belle baffe, quoi. Une belle leçon. Sambon, donc le maître à une époque de ce que l'on a appelé le jazz de la côte ouest, avec des éléments qu'on retrouve dans les Headbangers par exemple. C'est quelque chose qui vous a marqué de jouer avec lui. Vous avez fait 3 tournées européennes avec lui. Ouais, ça m'a beaucoup marqué parce que déjà le personnage est vraiment est très humain, très attachant même, très humble. C'est un gros travailleur. Il passe ses journées à travailler son sax, et c'était quelqu'un que je me suis un peu retrouvé dedans en lui, parce que en fait c'est quelqu'un qui est très connoté variété, truc comme ça, et en fait c'est quelqu'un qui n'arrête pas de travailler en fait du Charlie Parker en fait dès qu'il est en loge, qui a un immense respect pour ça, qui a du vocabulaire, de la culture là-dedans, mais qui après pour moi c'est un bluesman. Et ça j'adore les musiciens dont on sent qui a le blues quand ils jouent. Pour moi c'est assez fondamental, n'importe quelle musique, que ça soit le funk, le jazz, la soul. De toute façon, c'est vraiment ce truc, cette racine commune, le blues. Et moi, j'étais espanté de voir à quel point quand il joue, et même quand il fait que interpréter un thème, ça se rapproche si
si près de la complexité de la voix en fait, dans la moindre inflexion vibrée de bend, de trucs comme ça, il joue, on dirait qu'il chante, et ça c'est quand même, quand on est un soufflant, c'est l'apogée on va dire de l'expression, vraiment. Donc, arrivons à Headbangers, une formation que vous avez montée il y a 3-4 ans? Oh, plus que ça en fait. Plus que ça? Ouais, plus que ça. Ça remonte à il y a 8 ans, mais ça n'avait pas le même nom. Il n'y avait pas les mêmes musiciens. Il n'y avait pas les mêmes musiciens. La musique a beaucoup évolué. On va dire quand même que le projet tel qu'il existe aujourd'hui a 6-7 ans. Avec un changement de taille sur le deuxième album qui vient de sortir, et vous allez me rappeler tout de suite son nom. The Iron Age. Voilà, The Iron Age. L'âge de fer. L'âge de fer. Et c'est vrai que pour le coup, le son est nettement plus ferrailleux. Ouais. Ça ferraille sec avec la présence d'une guitare électrique qui est nettement plus présente sur cet album-là que par rapport à ce qu'on avait déjà écouté des Headbangers. Et peut-être aussi une autre caractéristique de ce deuxième album, c'est le côté ramassé du son. On pouvait vous reprocher dans la première mouture de Headbangers d'il y a 2-3 ans de vous disperser, de partir dans plein de styles avec des sonorités et des paysages divers. Là, c'est vrai que ça se resserre un peu avec un son nettement plus lourd et avec une force qui se rapproche de plus en plus du rock. Ouais, ça c'était, on va dire, j'affine le tir aussi au vu des albums. Je comprends aussi de plus en plus, je découvre de plus en plus ma manière d'écrire en fait. Et je m'aperçois qu'il y a des trucs qui ne me correspondent plus et des choses qui me correspondent toujours, et je me dis en fait ton écriture, ta personnalité en fait elle est là en fait. Des fois on n'en est même pas conscient en fait, on a besoin de beaucoup écrire pour se dire ça c'est moi, ça c'est moins et ça en fait c'est pas du tout moi en fait. Et là je commence un peu à cibler la chose, voilà. Actuellement vous écrivez comment? Vous écrivez pour des instrumentistes ou vous écrivez en ayant un schéma du paysage que vous voulez montrer pendant l'heure que va durer l'album ou l'heure et demie que va durer le spectacle? Les deux. Là pour cet album je voulais vraiment comme ça s'appelle l'âge de fer en fait en français, je voulais vraiment donc du coup un truc plus métallique, plus lourd, donc ça m'a donné l'idée générale en fait de la couleur de l'album. Après non, j'écris plutôt très précisément en fait. C'est-à-dire on va dire que je fais un travail de composition, mais je fais aussi un travail d'arrangement, si on veut dire. La majorité des parties sont écrites au couperet de batterie, à la cocotte de guitare ou arpégé, en arpège, les parties de piano. Et il y a des fois où je donne des climats. Je veux dire, là t'as la grille, je veux tel climat, et là t'as le libre choix, selon ton goût, à réagir à ce climat, quoi, à répondre à ce climat. Mais il y a beaucoup de choses écrites. Avec un travail qui a été très important avec Dorian Dutèche, qui est le guitariste de la formation. Ouais. Parce qu'il est un des éléments, j'allais dire, central du son de cet album-là. Complètement, parce que lui, Dorian, il vient du rock, et même plus que du rock, il vient du métal. Ouais. Il vient complètement du métal. Donc ça, c'est vrai que c'est un des éléments du groupe qui m'a aidé vraiment et qui m'a conforté à aller dans cette direction, complètement. Avec quelque chose que l'on pourrait appeler de fusion, même, et qu'on évitera d'appeler fusion tellement le mot est galvaudé, mais c'est vrai qu'il y a cette espèce de fusion entre le rock, le jazz et le funk. Et avec des touches d'électro que vous avez tâté un peu avec Electro Jazz de luxe. Vous en parliez tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est ces 4 éléments que l'on retrouve dans votre musique et étonnamment dans cet album-là. Vous savez, aujourd'hui, si on écoute bien tous les musiciens qui ont des projets, finalement, on dit tous la même chose. Bon, il y a du jazz, mais bon, attendez, on s'arrête pas là. Il y a du funk, il y a du rock, il y a de l'électro. Souvent, on retrouve les mêmes noms. Vous disiez la fusion, mais la musique qui évolue est une fusion. De toute façon, on n'a pas le choix d'être qu'une fusion, d'être le fils d'un oncle et d'une cousine ou de quoi. De toute façon, ça a des racines et ça descend, donc c'est toujours de la fusion. Après, moi, je trouve que c'est toujours intéressant parce qu'en fait, il y a jamais quelqu'un qui mélangera avec le rock, c'est très vaste, le jazz, c'est très vaste, donc dire qu'on mélange le rock et le jazz, il y a plusieurs rock, il y a plusieurs jazz, donc
ça sera toujours quelque chose de différent. Et aujourd'hui, je me vois pas faire ce que je m'empêche de faire avec les Headbangers, c'est de faire un exercice de style dans un style donné, c'est-à-dire jazz ou funk ou rock. Et en fait, je me sens un peu mal à l'aise avec ça, mais malgré que j'écoute ça. Mais moi, je me sens pas une légitimité de faire un truc à 100% comme ça, et j'en ai même pas envie en fait. Donc oui, je pense que si le prochain, ça sera encore quelque chose de toute façon je vais essayer de creuser un sillon, mais quand même de surprendre. L'équipe actuelle, elle est calée pour durer un petit moment, ou ça va continuer un peu à changer? Ça dépend en fait. On va dire que la musique vraiment a beaucoup évolué, parce que il y a des répertoires Headbangers qui sont pas connus en fait, qui ont jamais été enregistrés depuis 7 ans qu'on joue. La musique, elle évolue beaucoup, et il y a parfois des gens qui s'y retrouvent plus dedans dans l'esthétique. Donc voilà, on décide de se séparer, parce que voilà, le rock c'est pas vraiment le truc de certains, ou de faire un peu de fusion reggae c'est pas le truc de l'autre, et voilà, ça se passe très bien. Vous êtes donc le 3 mai sur la scène du Bikini avec les Funky Style Brass. Une occasion de renouer un peu avec un groupe dans lequel vous avez joué il y a quelques années. Le groupe est assez ancien, il date de 2005. Vous avez eu une expérience avec eux J'ai eu une très forte expérience avec le Funky Style, je dois l'avouer. Ça veut dire quoi? Qu'on peut s'attendre à des invitations mutuelles? Je sais pas, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on va y voir? Et on posera la question aussi à votre camarade en face de vous. Qu'est-ce qu'on va y voir au Bikini ce soir-là? On va y voir un concert de musique qui s'écoute, qui se guinche, mais qui s'écoute plus. Et puis on va voir après un concert qui se guinche plus, mais qui s'écoute aussi. Ouais, et qui fait que ça bouge beaucoup. On en parle dans 2 minutes avec Demis Delati, de ce Funky Style Brass, mais on va couper cette première partie d'interview avec un morceau d'Headbangers tiré de ce Iron Age, le 2e album des Headbangers. Maintenant, il faut dire Nicolas Gardel et les Headbangers. Ça aussi, c'est un changement. Ça n'était pas sur le premier. Non, mais c'est par rapport à ces c'est une façon d'affirmer que c'est vous le patron? Non, c'est une manière de comme vous le disiez, comme il y a eu des mouvements et des trucs comme ça, peut-être un peu plus d'associer ce truc-là à moi, et que tout d'un coup, s'il y a des musiciens qui ont plus vu... Qui partent, vous restez le fil conducteur. Oui, voilà, c'est ça. C'est plus pour ça. Headbangers, donc un sextet que l'on pourra voir le 3 mai prochain au Bikini. On écoute tout de suite Loveless in Babylon, le morceau qui inaugure ce 2e album.
Voilà donc Loveless in Babylon, extrait de ce deuxième album des Headbangers, The Iron Age, album que Headbangers et Nicolas Gardel fêteront comme il se doit le 3 mai prochain sur la scène de Bikini. Et ce soir-là, ils seront en jolie compagnie puisqu'il y aura également le Funky Style Brass et Demis Delati est là pour nous en parler ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors là aussi, enfin je dis là aussi, non pas là aussi, là c'est une vieille histoire que ce groupe, c'est vrai que c'est quand même un groupe qui a une bonne, quasiment 15 ans, 2005, donc ça fait à peu près 13-14 ans ouais. qu'il est sur la scène toulousaine et au-delà, comme dirait Buzz l'éclair. Il est né de quoi ce groupe ? On était tous étudiants au conservatoire à la même période, on était potes et un soir de fête de la musique, qu'est-ce que vous faites ? On pourrait jouer ensemble et voilà, c'est parti d'un bœuf un peu informel et petit à petit en fait c'est devenu un groupe. Vous me faites rêver, vous êtes des enfants de Jack Lang ? Je sais pas, il faut demander à ma mère. Hein. Ah mais ouais, mais enfin, né un jour de fête de la musique, et je vois pas les choses autrement. Avec un postulat de départ qui est quand même arrangé dans l'école du Splendide ou dans l'école, j'allais dire des beautés vulgaires à Toulouse, parce que ils étaient un peu sur cette esthétique-là, même eux, c'était plutôt dans le rock, et puis au Bonheur des Dames. C'est vrai qu'il y a un peu du Splendide et du Bonheur des Dames dans ce que vous faites. Il y a ça et surtout la culture au départ des fanfares en fait qu'on aimait. À Toulouse il y a eu pas mal de fanfares qui nous ont montré la voie un petit peu et nous on avait envie d'arriver avec un son différent, un peu plus moderne à notre sens parce qu'on avait 20 ans au départ, au début de l'aventure, quoi. Ça veut dire quoi ? Vous prenez la suite des Piston Flingers, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Nous, on allait les voir. Il y avait les Piston Flingers, il y avait Dr Groove, il y avait tous ces groupes-là à Toulouse. Nous, on était étudiants au conservatoire. On avait entre, on va dire, 16 et 15 même pour les plus jeunes du funky. Et 22, 23 ans. Et quand on allait voir un concert, on allait voir les Piston Flingers, on allait voir Dr Groove, on allait voir les Beautés Vulgaires. Enfin, on allait voir ces groupes-là toulousains qui nous inspirait en fait. Avec quand même une idée que n'avaient pas ces fanfares-là, les Pistons étaient très, très reconnus pour la façon dont ils réarrangeaient des standards du rock, des standards du jazz, des standards reggae. Vous êtes sur de la composition originale avec de l'écriture aussi, chanson originale. Tout à fait. Après, c'est au départ, et quand on a commencé le groupe, on était aussi sur des covers, ou des réarrangements. Des reprises, on dit, dans ce studio. Des reprises, voilà. Nous, l'idée, c'était de pouvoir jouer la musique qu'on écoutait en boîte ou en discothèque. Voilà, c'était l'idée au départ. Et après, bien sûr, on a commencé avec une compo, 2 compos, 3 compos. Et là, on célèbre le 4e album
le 3 mai au Bikini. Avec quand même des textes qui traitent de questions existentielles et je dirais même essentielles. Où sont les cougars? Je suis un saumon. La thune avant l'art. Achète un âne. C'est absolument fantastique. On est hyper engagé. Ah, et c'est vrai que c'est bien dans l'air du temps en ce moment d'être engagé. C'est ça. Il y a beaucoup de second degré, beaucoup d'humour. Nous, on est vraiment sur le côté décalé. On incarne tous des personnages complètement loufoques avec une mise en scène, des costumes délirants. Nous, il n'y a rien à prendre au sérieux. En tout cas, la musique, oui, mais les textes et les déguisements, tout ça, ça fait partie du folklore du funky style brass. Avec cette idée on est une banda, on est du sud-ouest et on reste un peu dans cet esprit-là? Oui, on reste dans cet esprit-là, mais on amène un côté plus pointu musicalement. Plus carré musicalement. Voilà, tout à fait. Et on a l'apport des claviers sur scène, des samples. On a vraiment des influences électro, des influences rock. Il y a de la guitare électrique par moment. Le Souba, il travaille avec des effets pour donner une autre patte à ce côté fanfare traditionnel, on va dire, plus les textes. Voilà. Avec un côté chez vous qui est que vous êtes autant un groupe de scène qu'un groupe de déambulation, vous êtes aussi dans la rue. Voilà, après on fait pas de la déambulation propre, mais on fait du concert itinérant avec un show dans la rue. En fait, un concert qu'on va proposer qui dure une trentaine de minutes et dans l'après-midi on se retrouve dans la soirée sur un autre lieu pour un mini-concert, on va dire, alors que sur scène c'est un show plus condensé qui dure 1h30, avec notre répertoire, quoi. Une formation importante, il y a une dizaine de musiciens. On est 9 musiciens. Vous êtes tous sur cette formation ou vous avez tous des activités à côté? On est tous sur cette formation et à côté on a d'autres projets musicaux. Il y en a qui sont plus musiciens classiques, d'autres qui font du jazz, d'autres qui font de la variété, il y en a qui sont profs, d'autres qui font de la salsa, plein d'influences. Avec une constance, et là je vais me tourner aussi vers Nicolas Gardel qui est resté dans ce studio, avec une constante des musiciens de Toulouse, c'est pour des raisons économiques ou peut-être pour des choix esthétiques, vous êtes tous à jongler entre 3, 4, 5, 6 formations. C'est pas les meilleurs, mais c'est les moins chers. Ouais. J'espère qu'ils écoutent et on les compte ce soir à l'impro. Il n'y a pas un éparpillement qui est dommageable à vos projets principaux, à s'éparpiller comme ça de la sorte. Non, je pense que c'est pas dommageable de s'éparpiller de la sorte. Ce qui est dommageable, c'est les gens qui trouvent ça dommageable. Et qui nous disent que quand on fait ça, on est plus crédible, on en faire ça, on en faire ça. C'est ça qui est dommageable en fait. Et moi je parle pas de crédit là pour le coup. Je parle peut-être d'investissement sur des projets qui vous sont chers et qui fait que vous pouvez pas les mener complètement au bout parce que... Ça oui. Moi c'est à l'époque pourquoi j'avais arrêté le funky parce que c'était il y a 5 ans je crois. Ouais. 4, et en fait c'est quand vraiment j'ai commencé vraiment à m'occuper d'Headbangers, à me projeter là-dedans. En fait là oui on peut pas. Je pense que c'est très difficile de mener de plusieurs fronts des projets où on est vraiment investi, c'est-à-dire qu'on fait pas juste que venir jouer. Moi quand j'étais dans le funky, j'ai écrit, j'ai arrangé, j'étais vraiment membre actif de trucs, pas que trompettiste. Donc oui, là à un moment donné c'est très dur de faire beaucoup de choses. Mais après ça empêche pas Nicolas de venir nous donner un coup de main aussi quand on a besoin. Il nous a aidé encore sur le dernier album il a composé avec nous, il a fait des arrangements, il a mixé l'album également. Il a aussi un apport, et nous Nico c'est une histoire de longue date. Ouais, funky c'est comme l'armée, tu t'en vas jamais vraiment. Justement, on parle de production. Nicolas Gardel, c'est des choses que vous faites de temps en temps. De plus en plus. Ouais. Vous occupez des albums des autres. On avait reçu l'an dernier Religo, un duo trompette-guitare avec Nicolas Algans à la trompette. Et c'est vous qui aviez réalisé cet album. Ouais. Mais en fait, je m'intéresse de plus en plus à la partie vraiment réalisation de la musique, c'est-à-dire jusqu'au produit final, vraiment d'avoir une galette dans la main.
bien. Je trouve que c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, il y a la musique quand elle est composée, il y a la musique quand elle est arrangée, elle est sur scène et après tout d'un coup avoir vraiment une vision de formatée, n'ayons pas peur du mot, mais formatée pour que ça rentre dans une galette, pour que ça soit dans un CD, pour que ça s'écoute, qu'il n'y ait pas de moins possible de temps mort, ça m'intéresse vraiment, la prise de son et tout comme ça. Donc, et puis des fois, je fais des calculs, des comptes d'apothicaire et je me dis que on me doit des séances de studio dans tel truc parce que j'y ai taffé un peu en amitié, donc que si je fais rentrer les mecs là, qu'après je m'occupe du mix, je peux le sortir et que si on vend un petit peu de trucs, je peux me rembourser, même si je gagne pas d'argent, ben ça fait avancer le schmilblick, quoi. La vie de musicien est vraiment terrible et un long parcours du combattant. Demis Delati, vous disiez, c'est Delati, excusez-moi, c'est le 4e album de votre formation, dans le funky style. Ça sert à quoi actuellement de continuer à faire des albums quand on connaît un peu la crise du disque? Je sais bien qu'à la sortie des concerts, il y a beaucoup de gens qui se précipitent pour garder des échos sonores de ce qu'ils viennent d'écouter sur scène, mais c'est encore un intérêt économique à fabriquer un disque. Économiquement, non, je pense pas. Nous, on le fait surtout pour notre public et pour avancer aussi, parce que pour se renouveler et parce qu'on a envie, on a des idées qui viennent et on a envie de continuer à avancer avec un projet, donc proposer chaque fois des nouveaux morceaux, Ça veut dire que le studio, c'est toujours un endroit où on travaille, où on expérimente, où on tente des choses? C'est ça, et surtout ça fait progresser, je pense, dans la vie d'un groupe, ça, de mettre les choses à plat un petit peu sur une galette, ça nous fait progresser musicalement. On se rend compte des défauts qu'on peut avoir, de retravailler certaines choses. Voilà, cet album, il a mis du temps aussi parce que on a voulu prendre le temps et par moments, on a perdu un peu de temps aussi pour retravailler certaines choses. La vie d'un groupe, quoi. Donc, je vais faire quelque chose en direct qui n'était pas prévu. Je vais dire au technicien qui est juste en face de moi que on va peut-être passer directement au funky et puis on verra si le 4e titre, on aura le temps de le passer d'ici la fin. Je regardais votre parcours. Vous êtes des bêtes de concours. Il y a quelques années, vous avez été premier sur un festival en Espagne, un festival de musique de rue, et le public vous avez décerné le premier prix. Vous étiez impliqué dans cette battle sur France 2 et vous avez été finaliste de cette battle. C'est quoi cette idée de partir comme ça au combat et de porter haut les couleurs de sa musique pour voir comment réagit le public? En fait, c'est surtout des sollicitations qui nous ont été faites la plupart du temps et on trouvait l'idée agréable. Le festival, notamment en Espagne, on l'a fait 2 fois. Pour les 10 ans, encore, ça réunissait aussi tous les vainqueurs des 10 années précédentes. Et c'est surtout un moment où on rencontre d'autres musiciens qui font la même chose que nous, en fait, et qui viennent d'autres pays. Donc c'est bien aussi de voir ce qui se passe ailleurs et après ça nous permet aussi d'être invités sur des festivals internationaux reconnus dans les fanfares, dans les brass bands. C'est surtout ça et après ces opportunités, la télé on trouvait ça sympa parce qu'on reprenait un thème classique qu'on arrangeait à notre sauce et c'était côté délire. On se met pas la pression pour ça en tout cas et vraiment on le fait quand on en a envie. On a reçu plein d'autres sollicitations pour des émissions grand public qu'on n'a jamais voulu faire non plus. Mais c'est une ouverture. Oui, voilà. Le 3 mai, important pour le groupe, cette date. On vous a vu récemment au Rex où vous présentiez les morceaux de ce 4e album. Voilà, en avant-première. Important, le bikini? Ah oui, important, ça fait... Parce que le Rex, c'est quoi? C'était en décembre. Décembre, voilà. Et il y a en 2012, je pense, on avait fait la sortie de notre 2e album au bikini. Il a joué 2-3 fois déjà au bikini. On a joué quelques fois. Et voilà, et en plus, c'était aussi l'occasion de se retrouver avec Nicolas et les Headbangers, de pouvoir faire une belle soirée ensemble. Parce qu'on est chez la même boîte de prod, en fait. Ouais. Matrice Production. Mathieu Alémandou. Ça y est, j'ai tout dit. Et ça veut dire que là, pour le coup, vous êtes producteur du concert? Ouais, c'est ça. Enfin, Matrice Production. Voilà. Ce qui se fait de plus en plus à Toulouse. Je vois la programmation du Rex, c'est quasiment ça. C'est les groupes qui vont jouer au Rex, qui produisent. C'est souvent des autoproductions. Ou les maisons qui sont derrière eux, mais il y en a peu finalement de groupes toulousains qui ont des maisons de production derrière. Donc c'est les groupes qui produisent et qui se chargent de toute la promotion. C'est pas trop compliqué ça quand même? Si, c'est très compliqué. Faut quand même dire ce qui est, c'est que les cafés-concerts se dédouanent complètement de toute responsabilité financière. Donc on fait des contrats de session et donc ça veut dire qu'on doit louer la salle, qu'on doit faire la promo, qu'on fait absolument tout.
Donc si, c'est trop compliqué. Attention, la vie d'un groupe maintenant, c'est si avant il y avait à gérer 5 choses, maintenant il y en a 15. Hein, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est vraiment le parcours du combattant. Oui, non mais aujourd'hui, c'est très 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 compliqué. Bon, en tout cas, le 3 mai, on ne le verra pas. Nous, on sera dans la fosse. On viendra vous voir. Donc, qui c'est qui commence ? Vous le tirez au sort ? C'est déjà prévu ? Non, on a décidé que c'était moi et Headbangers qui commençaient. D'accord, et c'est le Funky qui finira par mettre le feu. Ils vont finir tout le monde. Voilà, ils vont les atomiser tout le monde. Ouais, d'habitude, vos concerts finissent en immense saut collectif et tout le monde fait du pogo dans la fosse. Donc, les Headbangers de Nicolas Gardel à lever de rideau, on va le dire comme ça, au Bikini le 3 mai, suivi donc du Funky Style Brass et puis une soirée qui sera plutôt chaude. Heureusement, au Bikini, il y a encore la piscine. Voilà, c'est... ça va peut-être ouvert. Hein. On ne sait jamais. Avec la canif qui commence à faire, ça va peut-être chauffer du côté de la piscine et des palmiers. Au Bikini, le 3 mai, donc, les Headbangers de Nicolas Gardel, suivi du Funky Style Brass. Et le Funky Style Brass, donc, il vient de sortir son 4e album. Et on va en écouter tout de suite un extrait. Il y en a trop. Merci, messieurs, d'être venus nous parler de cette soirée ce soir. Merci. Merci à toi. Je suis taquin, je peux pas m'empêcher de jouer au séducteur et de faire le malin. J'attirais leur attention et cherchais les câlins, mais je suis pas obsédé, juste un petit peu coquin. Je rêvais tous les soirs. Je voulais toutes les avoir, même sans les faire boire. Je vais pas vous compter mes déboires. Je peux pas m'empêcher de draguer, encore moins de mater. C'est plus possible, j'en peux plus, je vais craquer. Ça me rend fou. En 4G, sur le net je vais chercher selfie, duckface, photoshopé. Je passe toutes mes journées à chatter, liker. T'aurais pas le numéro de ta sœur? J'aimerais bien l'appeler. Cherche le bonheur. Badou mythique et Tinder. Et le bonheur, il est où? Je peux pas m'empêcher de draguer, encore moins de mater. C'est plus possible, j'en peux plus, je vais craquer. Ça me rend fou. Caramel mou. Ce soir, sur la place, grande séance de cinéma avec le célèbre et audacieux Jim Parker et son cheval Dixie, de l'aventure et des galopades dramatiques avec les cavaliers du Far West. Daphne, I love you.
Voilà, si vous êtes un fidèle de cette émission, vous aurez compris qu'après ce jingle, invariablement, c'est notre bon professeur Thibaut qui s'y colle. Bonsoir. Bonsoir, petite fée de la FM. Mais vous savez, je pense que les gens ont oublié. Voilà, comme je ne suis plus là toutes les semaines. C'est vrai. Voilà, c'est vrai. D'ailleurs, les gens doivent être un petit peu surpris d'entendre. Mais je les vois en train de se préparer l'apéro et de dire il y a Fred ce soir. Il y a Fred, vite, faut y aller. Oui, peut-être. Hein. Et je vais faire vite. Et surtout, ne décevez pas votre nombreux public. Ah, il faut pas que je déçoive mon nombreux public. Écoutez, on va essayer d'aller très vite. Donc, je vais parler de ce qui va se passer à la Cinémathèque ce soir à 21h. Oui. Donc, dans le cadre des projections Extrême Cinémathèque, donc, qui sont des projections mensuelles, pour rappeler qu'il y a un festival qui s'appelle Extrême Cinéma. Voilà. On n'oublie pas d'être commerçant à la Cinémathèque de Toulouse. Et donc, ce soir, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir Fortress. Fortress, ça vous dit quelque chose? C'est pas avec Greystock? Exactement. Enfin, le garçon. Lambert. Voilà, le garçon que Christophe. Greystock, qui est en fait Christophe Lambert. Alors, ça peut, voilà. Alors, petit objet de science-fiction. Petit objet de science-fiction, un film qui finalement n'est pas si mal que ça, parce que je l'ai revu il y a pas longtemps. En fait, je l'ai programmé sans le revoir. Vous savez ce que c'est que la programmation? Des fois, c'est un petit peu aléatoire. J'avais pas revu le film en fait depuis sa sortie. Je me suis dit tiens, ça pourrait être intéressant de remontrer ça en salle, et j'ai revu le film il y a vraiment pas longtemps, et j'ai trouvé ça assez étonnant. Alors bien sûr, on va pas parler du Citizen Kane de la série B, hein, parce que c'est pas le cas. Hein. Il n'était pas sorti directement en vidéo. Non. Ah non, il avait quand même une existence en salle. Non, ça a une grosse sortie en Europe. Ah, ouais. Plus petite aux États-Unis, bizarrement, parce que c'est quand même un film australo-américain, tourné en Australie, mais produit avec des capitaux américains. Et là, on retrouve une espèce d'association un petit peu complètement bizarre, c'est-à-dire qu'on va retrouver donc Christophe Lambert, comme vous l'avez dit, avec un réalisateur que j'aime beaucoup qui s'appelle Stuart Gordon. Alors, Stuart Gordon, ça vous dit pas grand-chose, mais moi, ça me dit beaucoup. J'espère bien, vous êtes là pour ça quand même. Exactement. Donc, Stuart Gordon est quelqu'un d'extrêmement bizarre dans l'histoire du cinéma, parce que c'est quelqu'un qui a commencé dans le théâtre. En fait, c'est quelqu'un qui a créé une troupe de théâtre expérimentale à la fin des années 70 à Los Angeles, qui s'appelait l'Organic Theater. Alors, vous imaginez, la fin des années 70, c'était en 77. Avec l'Organic Theater, oui, je vois le style. Vous imaginez ce que ça... de l'expression corporelle à base d'herbe. Voilà, et c'est quelqu'un, et encore à base d'herbe, vous êtes gentil, et c'est quelqu'un en fait qui bizarrement est venu au cinéma très vite. Qui a réalisé en fait un premier film de cinéma complètement extraordinaire qui s'appelle Reanimator. Ah oui. Alors ça va vous parler. Oui, parce qu'en plus vous en avez parlé régulièrement dans cette émission. Exactement. Oui. C'est un film qui date de 85. C'est une adaptation en fait d'une courte nouvelle de Howard Philip Lovecraft. La nouvelle est assez peu intéressante, mais par contre le film est super intéressant parce qu'il est complètement décalé par rapport à la nouvelle. Et là on s'est dit mais d'où sort ce garçon? Parce que d'habitude vous savez que dans le cinéma, on faisait des écoles, le court-métrage et tout, etc. Stuart Gordon, lui, c'est son premier long-métrage. Il va y avoir une première partie de carrière complètement gore, complètement folle dingue, justement avec des adaptations de Lovecraft. Et puis, il va y avoir une période un petit peu de flou, et il va y avoir une dernière partie de carrière ultra intéressante, en fait, avec des films noirs plus ou moins fantastiques. Et entre ces deux trucs, il va y avoir Fortress. Alors on peut se dire comment Stuart Gordon se retrouve avec Christophe Lambert dans un film de science-fiction, ou alors si je vous fais le pitch, on est en 2018, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il ne faut pas avoir plus d'un enfant. Christophe Lambert, lui, il en veut plus, et il va le payer très cher parce qu'il va être emprisonné. Voilà. Et là, ça va très mal se passer. Donc, à la fois, on a un film de prison, un film de science-fiction, etc. C'est plutôt pas mal branlé. Ce qui est intéressant, c'est l'histoire qui est derrière. Pas mal branlé. Ah, mais ce soir, vous y allez. Hein. Écoutez, ce soir, vous y allez. Ah, j'aurais pu dire pas mal foutu. Voilà, je préfère l'expression pas mal branlé. Et donc, l'histoire qui est derrière, en fait, il faut vous dire que tout ça, c'est à cause de Arnold Schwarzenegger. Oh. Eh ben voilà, tout simplement pourquoi. Vous voulez que je vous explique le pourquoi du comment? C'est lui qui devait avoir le rôle de Christophe Lambert? Exactement. Sur le tournage de Reanimator, il y a un cascadeur, en fait, qui a l'habitude de doubler Arnold Schwarzenegger. Ce cascadeur a l'impression, à juste titre, de tourner dans un film complètement dingo,
donc Reanimator, et il va en parler à Schwarzenegger. Il va lui dire, tiens, j'ai tourné dans un film complètement fou, ça s'appelle Reanimator, c'est gore, c'est décomplexé et tout, etc. Tu devrais le voir. Schwarzy, lui, il est sympa. Il écoute ses doublures. Et en fait, quand le film va sortir, Schwarzy va louer le film en cassette vidéo. Et il va dire, mais c'est super ce film en fait, mais j'adore ça, j'adorerais faire un film avec ce type. Et donc il fait une projection un soir, chez lui, avec un producteur qui s'appelle John Davis. Et il lui dit, il faut que t'embauches ce gars. Et donc John Davis lui dit, pas de problème, on va faire un film de science-fiction, ça va s'appeler Fortress, ça va être super. Il propose le film donc à Stuart Gordon. Stuart Gordon est absolument ravi de travailler avec Arnold Schwarzenegger. Le film avance en préparation. Le budget est absolument énorme à l'époque. Je pense que ça devait se situer dans les 70 à 75 millions de dollars, ce qui était très 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 cossu donc en 96. Et puis tout à coup, on ne sait pas pourquoi, Stuart Gordon ne s'est jamais prononcé là-dessus, Schwarzy se retire. Eh ben, il s'en va. Il s'en va. Il venait de décider d'être gouverneur de Californie. Peut-être. Et là, c'est absolument la catastrophe parce que qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? La star se retire, le projet est trop avancé parce qu'il faut absolument faire quelque chose. Il y a 70 millions en jeu. Donc on appelle Christophe Lambert. Ah ouais, c'est l'homme de toutes les situations catastrophiques. C'est l'homme de la Providence. Ça va être Christophe Lambert qui va dire moi, oui, tiens, finalement, j'ai jamais finalement fait de film de science-fiction. Alors ça l'intéresse parce que Christophe Lambert sort de Highlander à l'époque. Il a un certain poids, mais pour les États-Unis, en fait, il pèse pas lourd. Donc qu'est-ce qui se passe ? Le budget est diminué par 8. Donc voilà. Donc Stuart Gordon se retrouve avec 10 millions de dollars. Alors ce qui peut sembler énorme, mais vu en fait comment dire, la maturité du projet, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec un Stuart Gordon en fait qui va être obligé de jouer avec et quelque part des bouts de ficelle. Voilà. Donc on se retrouve avec une petite série B complètement déviante par moment parce que c'est quand même Stuart Gordon et Stuart Gordon ne peut pas s'empêcher de faire du gore, de partir dans des séquences un petit peu psychédéliques comme ça qui ne veulent absolument rien dire. Ça doit dater de l'Organic Theatre de la fin des années 70. Enfin voilà, on a des résidus de culture années 70. On est quelque part dans une espèce de série B un petit peu friquée. C'est un film qui est un petit peu entre deux eaux, qui a une première partie excellemment bien tenue, alors qui s'abandonne un petit peu dans sa dernière partie, il faut bien le dire là, parce que Stuart Gordon, il en a un petit peu rien à foutre. Il avait cramé le fric. Exactement, il avait quasiment tout cramé, on ne sait pas en quoi, mais en tout cas il l'a cramé. Mais reste que c'est un très bel objet et quelque part c'est un trait d'union. Moi j'appelle ça un trait d'union dans une carrière, donc une première partie gore et une deuxième partie donc film noir avec des films qui sont du coup qui sont très 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 peu connus. Moi je vous conseillerais King of the Ants, qui est un film de torture complètement effrayant, donc qui est jamais sorti en salle en France, que Gordon a fait en 2003. Surtout il va y avoir le grand Edmond. Avec William H. Macy, qui est adapté d'une pièce de David Mamet, qui est lui aussi un cinéaste, mais aussi un très grand dramaturge. Voilà, et c'était l'histoire d'un cadre qui pète les plombs. C'est un peu une version trash de After Hours de Martin Scorsese. Et il va y avoir l'incroyable Stuck, qui est sorti en 2007, malheureusement chez nous directement en DVD. Le film n'a pas eu droit à la salle et ça, le sujet vous aurait plu. C'est une infirmière en fait qui travaille dans un hospice et qui veut absolument réussir sa vie, qui fait une soirée avec ses copines. Elle rentre un petit peu éméchée le soir et soudain, c'est l'accident. Un clodo s'encastre dans son pare-brise. Elle décide de ne rien dire, de cacher toute cette histoire et de vouloir cacher le cadavre. Sauf que le cadavre en fait n'en est pas un, puisque le clochard est vivant. Waouh! Et ça, je vous garantis, c'est un film absolument incroyable, peut-être le dernier grand film sur la lutte des classes. Bon, comme vous y allez. Un petit peu oublié. Donc voilà, 21h ce soir à la Cinémathèque de Toulouse. The Fortress. Fortress avec Christophe Lambert. Et je vous garantis une petite surprise en début de film. Voilà, grâce à Lina, puisqu'on a retrouvé le premier rôle de Christophe Lambert et il y aura un petit extrait donc d'un
téléfilm FR3. Waouh, ça va être formidable. Voilà, c'est quasiment terminé pour aujourd'hui. On va juste faire la partie des concerts avant de laisser l'antenne à monsieur Wifunk qui est déjà dans ce studio. Des concerts, il y en a plein ce soir avec apéro concert au Grand Rond à 19h. Ça commence en ce moment avec Tropic Hotel, c'est de la chanson pop. Il y a également du rock ce soir à la Sainte Dynamo à partir de 19h30 avec Dirty Five et Next Founder Yet. À partir de 20h, le deuxième Lucas Karaoké, tout en acoustique. C'est Lucas Lemoff qui tiendra le piano de ce karaoké spécial. Ce soir, un thème proposé, hommage à Jacques Higelin, mais vous n'êtes pas obligé de chanter du Higelin, vous pouvez chanter autre chose. Amenez par contre les paroles de ce que vous allez chanter. Et puis Lucas se chargera de la musique, s'il faut dire la culture encyclopédique du monsieur. Ça se passe ce soir à l'Itinéraire bis, c'est 22 rue Périole. Du punk sous toutes ses formes ce soir à la salle du Cap sur le campus Paul Sabatier avec Sec, également les vaches laitières, Cardcore, Flûte et ZWN, c'est départ des festivités à 20h salle du Cap, du jazz au métronome avec Soma 2, un petit big band éphémère placé sous la direction de David Odrechy et constitué de quelques cadors toulousains venus d'autres formations, début du concert à 20h, jazz à l'impro avec Haït Key à 20h30, quartet de jazz moderne sous influence new-yorkaise mais aussi caribéenne. La Marmaille, fanfare éclatée, sera à la Candela ce soir à 21h. Le duo François Petit et Serge Lopez sera lui au Bijou à 21h30. Et puis le quartet Amorify, Luis Navarro, Reno Silva et puis Guillaume Prévost sera lui au Taquin à partir de 21h pour une soirée dédiée au standard du jazz. Voilà, Caramel Mousse, c'est terminé pour aujourd'hui. Wifunk, c'est dans 30 secondes. Salut les filles, à la semaine prochaine.